Bonjour. Aujourd'hui, l'intitulé du cours va porter sur la pleurésie de Claire. Alors ça, ce sont les différents objectifs pédagogiques que je vous ai mis sur la première diapositive. L'objectif principal est de savoir euh, évoquer les épanchements pleuraux, en poser le diagnostic et entamer une démarche étiologique. Alors, les épanchements. Alors, l'épanchement est défini par la présence d'un liquide. L'épanchement pleural, liquidien, est défini par la présence du liquide au niveau de la cavité pleurale. Aujourd'hui, on va étudier les épanchements à liquide clair. Et de ce fait, on ne va pas aborder sur ce cours les pleurésies purulentes, les pleurésies qui sont franchement hépatiques, et les hématiques et les épanchements chileux. Le diagnostic des épanchements pleuraux liquidiens se base essentiellement sur la clinique. Il va être conforté par une imagerie. Et la confirmation diagnostique se fera après avoir ponctionné le liquide, ce qui permet de le confirmer. L'étiologie, le bilan étiologique, on va en parler. Donc, il y a plusieurs étiologies, étiologies qui sont responsables des pleurésies à liquide clair. Mais il faut savoir que depuis ces dernières années, il y a de nouvelles possibilités de diagnostic étiologique, notamment la thoracoscopie diagnostique, et elle peut également être thérapeutique. Et donc, le traitement des épanchements pleuraux liquidiens va dépendre du traitement étiologique. Un petit rappel anatomo-physiologique. Rappelez-vous, la plèvre est une petite est un organe qui est formé par une couche monocellulaire de cellules mésothéliales. C'est un feuillet qui est très très fin. Et il a un certain nombre de fonctions qui sont essentielles. Rappelez-vous, c'est cette plèvre qui va permettre le glissement entre le poumon et la paroi. Et elle va également participer par le liquide pleural à la réponse aux agressions infectieuses inflammatoires. Et c'est un endroit qui est riche en vaisseaux lymphatiques, donc qui vont également participer à la réponse inflammatoire et à la réponse immunitaire. Pour rappel anatomique, alors on a deux plèvres. Alors, plèvre pariétale, c'est celle qui est accolée à la paroi et qui va venir se refléter pour aller engainer ou recouvrir le poumon, et c'est la plèvre viscérale. Entre les deux existe ce qu'on appelle un espace pleural. L'espace pleural, c'est un espace qui est virtuel, qui est clos, dans lequel il y a une toute petite quantité de liquide pleural. Ce liquide pleural va permettre le glissement entre le poumon et la paroi. Et dans cet espace pleural, il existe cette pression négative qui va permettre la solidarité entre la cage thoracique et les poumons. D'accord ? Alors, cet espace pleural, le liquide qui existe dans l'espace pleural est un liquide à peu près 0,1 à 0,2 ml par kilo de poids. Et le liquide pleural normal, il est constitué d'à peu près 15 grammes par litre de protides et environ 1500 cellules par millimètre cube. Et au niveau de la plèvre pariétale, ce liquide qui est formé va être résorbé au niveau de la plèvre pariétale. Et la plèvre pariétale a ainsi un rôle clé dans la formation et la réabsorption des liquides en général. Et cette réabsorption va se faire via les lymphatiques qui se trouvent au niveau de la plèvre. Il va toujours persister une toute petite quantité qui va permettre ce glissement qui est facile entre les deux plèvres. Quand il y a un déséquilibre entre la réabsorption du liquide ou entre la production de ces liquides, eh bien, on va avoir l'accumulation de liquide dans l'espace pleural, ce qui est pathologique, et donc la pleurésie. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qui va entraîner la pleurésie? Il y a plusieurs mécanismes. Soit que le problème vient au niveau de la plèvre, c'est la plèvre qui est pathologique, où il y a un problème de sécrétion, elle va en produire de trop, pour des raisons qu'on va voir après, ou bien elle a un problème de réabsorption, elle n'arrive pas à absorber les liquides. Et donc là, c'est la plèvre qui est pathologique. Ou bien la plèvre
n'est pas du tout en cause, la plèvre est normale, et c'est d'autres facteurs qui vont entraîner l'accumulation de liquide dans l'espace pleural. Et donc, quels sont les facteurs, quels sont ces facteurs-là? Soit on a un problème de déséquilibre des pressions, une augmentation de la pression hydrostatique, comme c'est le cas dans l'insuffisance cardiaque, va faire que les liquides on va avoir création d'un troisième secteur, et donc les liquides vont aller se retrouver, s'accumuler au niveau de l'espace pleural. Soit on a là aussi un déséquilibre de pression, notamment de la pression oncotique, qui est en rapport avec le protides sanguin. Dans le syndrome néphrotique, où on a une déperdition importante des protides, et ben on va avoir un déséquilibre entre la pression oncotique de part et d'autre des vaisseaux, et de ce fait, pour rééquilibrer tout cela, on va avoir une fuite des liquides vers les zones telles que l'espace pleural pour essayer de garder un équilibre. La diminution de la pression dans l'espace intrapleural, comme c'est le cas dans la téléctasie, ou lorsqu'on a beaucoup de liquide qui se forme au niveau de la cavité péritonéale, qui va passer tout simplement via les orifices qui font communiquer le diaphragme et le thorax. Et donc, sur toutes ces étiologies, la plèvre n'est pas en cause, la plèvre est normale. Et donc, on va avoir un liquide qu'on va retrouver dans l'espace pleural, mais qui est pauvre en protides, et c'est ce qu'on va définir, c'est comme ça qu'on va définir les épanchements transsudatifs. Donc, pour résumer, plusieurs situations vont entraîner un déséquilibre de pression entre le système intravasculaire et extravasculaire. Que ce soit un problème cardiaque, donc la pression hydrostatique, que ce soit un problème de déperdition des protides, comme c'est le cas dans le syndrome néphrotique, comme c'est le cas dans l'insuffisance, que ce soit un problème d'insuffisance hépatocellulaire. Donc tout ceci va entraîner un déséquilibre des pressions. Et ce déséquilibre des pressions va entraîner la fuite des liquides des vaisseaux. Le liquide va sortir des vaisseaux pour essayer de rééquilibrer tout ça. Et on va voir ainsi des épanchements pauvres en protéines. Ce sont les épanchements transsudatifs. Et là encore, la plèvre n'est en rien, elle n'est pas en cause. La plèvre est normale. Deuxième cas de figure, c'est lorsque la plèvre est pathologique. Alors la plèvre, elle est pathologique, elle va donc ainsi augmenter la production du liquide pleural. Et on va avoir cette augmentation de la production du liquide pleural dans un certain nombre d'éléments. Par exemple, dans tous les processus inflammatoires et dans tous les processus infectieux. Donc, cette augmentation de la sécrétion, de la production du liquide va entraîner un surplus et le liquide va s'accumuler au niveau de l'espace pleural. Ou alors, on va avoir un problème de réabsorption du liquide qui a été produit, comme c'est le cas lorsqu'on a un blocage au niveau des drainages lymphatiques, au niveau de la plèvre ou du médiastin. Et donc, on va voir là aussi l'accumulation du liquide et c'est le cas le plus souvent dans les infiltrations tumorales. Donc, dans ce cas de figure-là, la plèvre est responsable des épanchements et les épanchements qu'on va retrouver au niveau de l'espace pleural, vont être des épanchements riches en protides parce que ce sont des épanchements soit dus à une augmentation de la sécrétion par le processus inflammatoire, soit un blocage, donc riche en protéines et c'est ce qu'on appelle les liquides exsudatifs. La plèvre ici bien évidemment en cause, elle est pathologique. Alors, comment on fait le diagnostic positif des pleurésies? Alors, quelle est la démarche diagnostique? Rarement, souvent les patients sont symptomatiques. La découverte fortuite est exceptionnelle. Alors, on va avoir ce qu'on appelle les syndromes pleuraux, c'est-à-dire principalement la douleur thoracique et principalement une douleur thoracique de type pleural, c'est-à-dire une douleur en pointe de côté qui va augmenter à l'inspiration profonde et à la toux et qui va bloquer la respiration. Alors, lorsque l'épanchement est très important, on peut avoir de la dyspnée ou lorsque on a une pleurésie qui va survenir chez un patient qui est déjà un état respiratoire précaire, sauf que le patient qui a un parenchyme de mauvaise qualité. Pour exemple, un patient, par exemple BPCO, chez qui va faire un problème de pleurésie, et bien, même si la pleurésie est de faible abondance ou de moyenne abondance, le patient peut être très gêné parce que déjà il est sur un état respiratoire précaire. Et souvent, tout ceci est accompagné par une toux qui est volontiers sèche. Alors, on peut avoir des signes généraux, mais en fait, les signes généraux sont beaucoup plus en rapport avec l'étiologie. On peut avoir des signes infectieux, un amaigrissement, une altération d'état général, mais ça, c'est souvent variable en fonction de l'étiologie, en fonction de la cause.
Quand on va examiner notre patient, on va trouver un syndrome d'épanchement liquidien. Pour rappel, le syndrome d'épanchement liquidien est défini par cette matité franche hydrique de bois avec une abolition des murmures vésiculaires et des vibrations vocales. Alors, on a d'autres symptômes, on a d'autres signes physiques qu'on peut retrouver. Lorsque l'épanchement est très important, rien qu'à l'inspection, on va noter que le poumon, l'hémothorax atteint, que l'hémothorax bouge moins bien. Et donc, on va avoir une diminution de l'ampliation thoracique. Parfois, mais exceptionnellement, on peut percevoir un souffle pleurétique, qui est un souffle qui est doux, lointain, qui est voilé et qu'on perçoit surtout au niveau des sommets de l'épanchement. Mais je vous avoue que c'est assez rare. Alors, on peut avoir un examen physique totalement normal lorsque l'épanchement est de faible abondance et est minime ou lorsqu'il est totalement enquisté, par exemple les épanchements cissures. Alors, la radiographie thoracique de face est un examen qui est essentiel. Lorsqu'on a une présentation clinique, un examen physique qui oriente vers la présence d'épanchements liquidiens, on doit l'examen qui suit, c'est la radiographie thoracique. Alors, bien sûr, les aspects vont différer en fonction de l'abondance de l'épanchement. Mais l'épanchement, le liquide, on va le voir à la radio par une opacité, c'est-à-dire du blanc. On va voir une opacité de tonalité hydrique, donc c'est l'opacité pleurale. Alors cette opacité, elle va, de ce fait, puisque c'est du liquide qui se trouve dans l'espace pleural, elle va effacer les éléments, elle va effacer un certain nombre d'éléments. Elle va effacer, comme ici, le bord du cœur, elle va effacer la coupole diaphragmatique, elle va combler le cul-de-sac costo-diaphragmatique. Et puis, elle va se continuer en haut, vu la gravité, par une concavité qui est en haut, concavité en haut et en dedans. Et puis, plus on monte, plus on va avoir une petite ligne pleurale, c'est la ligne de damoiseau. Donc, la traduction radiologique des épanchements liquidiens, ce sont une opacité de tonalité hydrique qui est dense, qui est homogène, on ne voit rien à l'intérieur, pas de bronchogramme, on ne voit pas de clarté à l'intérieur, et qui va silhouetter et effacer les éléments du médiastin, la coupole diaphragmatique, les cul-de-sac cardiophénique et costo-diaphragmatique, et qui va se continuer par une ligne qui va monter jusqu'en haut et avec une concavité en haut et en dedans. Ici, sur cette radio, par exemple, on voit bien qu'il y a un épanchement pleural de moyenne abondance. Regardez ici, on ne voit absolument pas le bord gauche du cœur, on ne voit pas la coupole diaphragmatique, on ne voit pas les espaces, on voit bien ici cette limite qui est en concave en haut et en dedans et qui se continue par cette petite ligne pleurale. Alors, voilà, donc c'est exactement la même radio, je vous la montre en gros, en grand. Alors, l'épanchement peut intéresser tous les mythorax et donc on va avoir un épanchement qui est de plus grande abondance. Donc, la radiographie thoracique va nous permettre d'avoir ces images qui sont très caractéristiques et assez typiques des épanchements et puis il va également nous permettre de quantifier, de définir est-ce que l'épanchement est de petite abondance, de faible abondance, de moyenne abondance ou de grande abondance. On peut avoir carrément un hémithorax totalement opaque, comme c'est le cas sur cette radio. Regardez-moi, l'opacité de tonalité hydrique qui va prendre tous les mythorax, en l'occurrence ici droit. Regardez cet épanchement, il est tellement important qu'il est compressif, il va comprimer les éléments du médiastin. La trachée est complètement balancée de côté gauche. Regardez l'angle de la carène, il est fermé et le cœur, il est également dévié vers le côté gauche. Et donc ici, là aussi, regardez les espaces intercostaux, comme il y a un élargissement des espaces intercostaux et une horizontalisation des côtes. Donc ici, nous sommes devant une pleurésie de très grande abondance avec des signes de compression médiastinale et de déviation médiastinale. Et donc, la radio va, nous montrer des images assez caractéristiques de l'épanchement, mais également pour évaluer la gravité de l'épanchement, puisque là, ici, on a des éléments l'épanchement dévie le médiastin, c'est-à-dire que c'est un épanchement de grande abondance qui met sous pression les éléments du médiastin. Et donc là, la prise en charge doit être urgente. La radiographie thoracique peut être moins parlante et on peut avoir des petits signes, comme ici, où l'épanchement, le pleurésie est de faible abondance et elle va se traduire par ce petit émoussement du cul-de-sac au costo-diaphragmatique. Regardez, on a perdu cet aspect pointu du cul-de-sac au costo-diaphragmatique. Ici, l'épanchement pleural est de faible abondance. Et puis, on peut avoir des images un peu qui ne sont pas du tout suggestives
d'épanchements pleuraux, comme c'est le cas ici. Ici, si on interprète cette radio toute seule, on ne va pas dire qu'il y a une pleurésie, mais on va dire que ce sont des opacités qui sont arrondies. On en a deux, on en a une ici, on en a une deuxième là, qui sont bien limitées. Là, sur cette radio, clairement, on ne va pas évoquer les épanchements en premier lieu, mais ce qu'on remarque ici, c'est que ces opacités-là, eh ben, elle se projette sur les scissures, en fait. C'est le lieu de passage des scissures. Et c'est qu'au scanner qu'on va voir, effectivement, que ce sont des épanchements scissuraux. Ce sont les épanchements enquistés qu'on retrouve dans les scissures. Alors là, on peut avoir des aspects typiques, très suggestifs sur la radiographie thoracique, comme je vous l'ai montré ici. C'est cette fameuse opacité de tonalité hydrique qui est dense, homogène, qui va effacer les bords du cœur, la coupole diaphragmatique, qui va combler les cul-de-sac, qui va se continuer par cette concavité en haut et en dedans. Et puis, on va avoir des images complètement atypiques, comme celle-ci. Et là, clairement, on ne va pas évoquer les penchements en premier lieu, ce sont des opacités rondes et c'est le scanner qui a fait le diagnostic. Regardez ici, de très très belles images. On voit bien ici, on voit bien cette opacité qu'on appelle, nous, en navet ou en raquette, qui est biconvexe, cette espèce de lentille biconvexe. D'accord? Et ce sont les épanchements scissuraux, un épanchement scissural qu'on va confirmer ici par une simple radiographie de profil. On voit bien ici que c'est la grande scissure qui va descendre ici. Et là, l'épanchement scissural se trouve au niveau de la grande scissure. Et donc, la radiographie thoracique, comme je viens de vous le dire, va appuyer le diagnostic positif en montrant ces aspects bien particuliers. Il va également nous renseigner sur l'abondance de l'épanchement. Il va nous permettre de dire que je suis devant un épanchement de faible abondance, de moyenne abondance, de grande abondance. Et puis, il va également évaluer un petit peu la gravité, la tolérance, puisque en nous montrant, comme la radio de tout à l'heure, les signes de déviation médiastinale, de compression sur le médiastin, et qui témoignent de l'épanchement de grande abondance compressive. Et puis aussi, elle va avoir un apport très intéressant, très important, en nous montrant les lésions associées, et donc en ayant un élément, c'est un élément qui va nous orienter vers l'étiologie de la pleurésie. Alors, les aspects typiques, on en a parlé. On peut avoir des aspects complètement atypiques, comme les épanchements scissuraux, les épanchements interlobaires, avec cet aspect d'opacité en navette ou en raquette, mais également des aspects de masse, d'opacité ronde, qu'on peut avoir un diagnostic différentiel avec un aspect pseudo-tumoral. Et puis également, un autre aspect, c'est quand on a un épanchement sous-pulmonaire, c'est-à-dire tout simplement, on va avoir de l'épanchement pleural qui va aller se localiser sous le diaphragme, sous le poumon, entre la base du poumon et le diaphragme. Et donc, on ne va pas avoir cette concavité en haut, en dedans, on va avoir un aspect de pseudo-surélévation de la coupole diaphragmatique. Et ici, sur ces cas qui sont difficiles, avant, on faisait ce qu'on appelait les clichés positionnels, puisque le liquide est censé être mobile dans l'espace pleural et dans les épanchements de faible abondance. Mais aujourd'hui, il y a un examen qui est très intéressant, qui est aujourd'hui d'utilisation routinière dans les épanchements pleuraux, ce sont les échographies, l'échographie pleurale. Et donc, l'échographie va me permettre, comme sur cette petite photo, de bien visualiser l'épanchement. Donc, c'est très, très intéressant dans les épanchements de faible abondance, mais également dans les épanchements sous-pulmonaires et dans les épanchements enquistés. On peut arriver à voir le liquide par l'échographie pleurale, qui est un examen non irradiant, peu invasif, et qu'on peut surveiller les épanchements avec des échographies pleurales. Et puis dans les cas qui sont beaucoup plus compliqués que ça, où on n'arrive pas à se faire une idée, eh ben, on aura recours vraiment en dernier lieu à la TDM thoracique. Et donc là, on a approché le diagnostic positif par une présentation clinique, par un signe physique et par une radiographie thoracique. Mais on va confirmer la pleurésie par la réalisation de la ponction pleurale. Quand on ponctionne une plèvre et qu'on ramène du liquide, eh ben, on a confirmé le diagnostic de pleurésie. Et donc, cet examen est indiqué devant toute pleurésie. Il va nous permettre de confirmer le diagnostic de pleurésie et puis également, par un certain nombre de prélèvements qu'on va réaliser sur le liquide, de faire la part en tout ce qui est transsudat, plèvre normale, et exsudat, plèvre pathologique. Alors, quelles sont les contre-indications? Elles sont relatives, puisqu'en général, c'est une ponction à une aiguille fine. Ce sont les maladies hémorragiques et les traitements anticoagulants, mais ça reste des contre-indications relatives. Par exemple, mon patient de tout à l'heure qui avait un épanchement de grande abondance compressif, il est clair que même s'il est sous traitement anticoagulant, il faut quand même le soulager. Et quelles sont les complications? Rarement, les douleurs au point de ponction et le pneumothorax, surtout dans lorsque l'épanchement est de faible abondance, mais là aussi, c'est de plus en plus rare, surtout quand on dirige notre ponction par une échographie orientée. Alors, quand on ponctionne de notre liquide,
eh ben, déjà, la première chose, on va voir l'aspect du liquide. Et cet aspect du liquide va nous renseigner. Est-ce que mon liquide est très très clair, hein, très très clair, jaune mais très très clair, très très fade? C'est en général les transudats. Est-ce que mon liquide est jaune foncé? C'est un liquide sérofibrineux qui est jaune citrin foncé. Et en général, c'est l'apanage des exsudats. Et puis, on peut avoir un liquide sérohématique, un liquide franchement hématique, un liquide purulent, c'est pas l'objet du cours, un liquide chileux, blanc, lacté. Et donc, l'aspect également macroscopique de liquide est très orientateur. Et donc, sur le liquide pleural, on doit faire un certain nombre de prélèvements. C'est très important parce que la démarche étiologique qui va suivre va dépendre de ces études. Donc, on va essayer de distinguer entre l'exsudat et le transsudat en réalisant l'étude biochimique, en dosant le taux de protides, en faisant un Rivalta ou le taux d'albumine. On va également regarder quelles sont les cellules qu'on retrouve dans le liquide pleural. On peut réaliser des examens microbiologiques, rechercher des germes, des bactéries, à l'examen direct et à la culture. On peut également mesurer le pH, qui va nous orienter vers, par exemple, un liquide qui est en voie de présuppurative. Les liquides, les épanchements parapneumoniques, donc c'est un élément important pour dire est-ce qu'on va drainer mon patient ou on ne va pas drainer mon patient. Un pH acide impose un drainage thoracique. Et puis on peut faire beaucoup d'examens sur le